Salut, c'est Seb et Nico. Salut! On vous présente aujourd'hui les fonctionnalités des personnages de Mistwind. Ceci est la seconde vidéo sur Mistwind, donc on vous encourage vraiment à regarder la première vidéo qui explique le fonctionnement général des règles de base avant de regarder cette vidéo. Donc Mistwind, un jeu de Brendan McCaskill et Nathan Lige illustré par Amanda Kadatz pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ une demi-heure. Voilà, on va vous expliquer dans cette vidéo donc le fonctionnement et les particularités d'un peu de chacune des classes en un peu plus de détails. La deuxième vidéo, c'est parti. Comme nous le disions donc, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les grands principes de fonctionnement de chacun des personnages du jeu Mistwind par ordre croissant de complexité, en commençant par le fermier, puis l'artisane, puis le garde forestier, et enfin la marchande. Voici donc les éléments de jeu pour le joueur qui va incarner le fermier. Le but de celui-ci est de cultiver la terre et de récolter de quoi nourrir les habitants de la vallée de Mistwind. Comme pour tous les autres joueurs, la principale méthode pour le fermier d'améliorer le village est de récolter de l'argent afin d'augmenter les ressources et de développer le plateau village. Pour ce faire, le fermier a accès à un certain nombre d'actions qui lui sont propres. En particulier, les actions qu'il peut faire est de planter de nouveaux plants qu'il va avoir récupérés sur le marché et qu'il va insérer sur ses terres du côté qui n'a pas encore été cultivé pour le prix indiqué. Il va payer donc 1 pièce d'or pour planter ses pommes de terre. Avec l'action cultiver, il va pouvoir retourner le jeton de plant pour faire pousser ses pommes de terre. Avec l'action récolter, il va pouvoir récolter ses pommes de terre et gagner la somme indiquée sur la tuile qu'il vient de récolter. Le fermier a aussi d'autres méthodes à sa disposition, en particulier sa gestion du bétail. Il va pouvoir acheter du bétail qu'il placera donc sur ses terres à un endroit disponible, qu'il pourra ensuite revendre, bien que probablement un petit peu à perte. Il l'achète pour 3, mais le revend à 2. En revanche, si le fermier a plusieurs bêtes dans son troupeau qui sont côte à côte, il va pouvoir utiliser son action pour les faire se reproduire, et donc rajouter un autre animal sur ses terres, qu'il va pouvoir vendre lui aussi pour 2 pièces d'or, mais qui ne lui a donc coûté qu'une action, et donc augmenter l'argent qu'il aura disponible. L'autre utilisation du bétail vient avec la dernière action, qui est d'utiliser des outils. Le fermier a toute une sélection d'outils qu'il peut acheter, chacun indiqué avec un prix, par exemple celle-ci coûte 5 pièces d'or, et si il le place à côté du nombre indiqué de bétail, il va pouvoir activer cet outil, qui va lui donner un bonus sur certaines actions. Ici, à chaque fois que le fermier va utiliser l'action cultiver, il aura le droit de cultiver une seconde fois grâce à cet outil. Il devra également défricher ses terres le plus efficacement possible en payant le coût indiqué afin de libérer de l'espace et de pouvoir poser plus de plants, comme par exemple des plants de fraises ou d'autres plants. Une dernière chose à signaler, le fermier doit faire particulièrement attention aux saisons. En fonction des saisons et de la météo du jour qui est indiquée sur le plateau village, il va pouvoir avoir différents bénéfices. Par exemple, s'il fait beau au printemps, il va pouvoir planter de nouveaux plants. S'il pleut en été, il va pouvoir cultiver. Et s'il fait nuageux en automne, il va pouvoir récolter ses plants. Comme tous les autres joueurs, le fermier peut également, grâce à la maison communautaire et à d'autres éléments du jeu, débloquer des compétences qui vont se rajouter à son plateau en les retournant et en les mettant en face d'une des actions disponibles. Qui fait qu'à chaque fois que le fermier va utiliser l'action qui est en face de la compétence, il va également activer la compétence qu'il a débloquée à cet endroit pour rajouter de nouvelles actions ou de nouveaux pouvoirs. Le cœur du jeu de l'artisane va donc se situer dans son atelier, qui est représenté par ce plateau, dans lequel vous allez pouvoir raffiner les différents matériaux que vous avez ajoutés à son inventaire. Tout d'abord, au début de sa phase journée, après avoir effectué son action au village, l'artisane peut commencer sa journée en décidant de stocker ou de vendre un des matériaux. Ainsi, elle va choisir un type de matériau, elle peut soit en stocker, c'est-à-dire en rajouter un à l'intérieur du sac, soit vendre un matériau qui a déjà été raffiné, comme par exemple ce tissu qui se trouve dans cette case, qu'elle va pouvoir vendre directement pour 1 pièce, ce qui va lui permettre également d'effectuer l'action qui correspond. Ensuite, en fonction du matériau qu'elle a utilisé, elle va pouvoir également utiliser
Là, pour le tissu, par exemple, si elle avait débloqué une compétence à cet endroit-là, elle va pouvoir utiliser la compétence qui correspond au matériau qu'elle a soit vendu, soit stocké. Là, en l'occurrence, ça veut dire de stocker un nouveau matériau. Donc, elle va pouvoir rechoisir un matériau qu'elle va aller stocker dans le sac. Ensuite, une fois qu'elle aura stocké ou vendu des matériaux et éventuellement utilisé une connaissance, elle va récupérer des matériaux en piochant 3 éléments, 3 matériaux dans le sac qu'elle va venir rajouter à son inventaire. Une fois qu'elle a vendu ou stocké des matériaux et éventuellement utilisé une compétence, l'artisane va pouvoir récupérer des matériaux, c'est-à-dire piocher 3 éléments dans le sac qu'elle va ensuite rajouter dans son inventaire. Il n'y a pas de limite au nombre de matériaux qu'on peut avoir dans l'inventaire de l'atelier. Une fois qu'elle a récupéré des matériaux, l'artisane peut ensuite commencer à en raffiner, soit en commençant un nouvel élément en le prenant de l'inventaire et en le mettant dans la première case de raffinement, soit en améliorant le raffinement d'un élément qui a déjà été raffiné en utilisant de son inventaire un matériau de même type. Par exemple, je vais prendre ce tissu et le remettre dans le sac pour faire avancer celui-ci de cette étape de raffinement à celle-ci et donc améliorer sa qualité. Je peux faire cela autant de fois que je le veux, tant que j'ai les matériaux nécessaires pour améliorer le raffinement de chacun des matériaux en suivant les petites flèches. Ensuite, comme toutes les autres classes, l'artisane peut effectuer ses actions d'ouvrier en utilisant les dés qu'elle a récupérés dans le village et en les plaçant dans les emplacements qui correspondent à l'alignement des dés. Donc on va prendre par exemple celui-ci, dont on va diminuer la valeur pour utiliser un de ces emplacements. Les emplacements correspondent chacun à un type de matériau et vous permettra de vendre ou de stocker le matériau concerné. Pour les dés de lutin, vous aurez donc ces matériaux-là. Pour les dés de villageois, ces matériaux-là. Et donc, comme pour tous les autres joueurs, celui du milieu est disponible quel que soit votre alignement. Enfin, lors du crépuscule, l'artisane va pouvoir répondre aux requêtes faites par ses clients. Et si elle a les matériaux raffinés au niveau requis par la requête en particulier, ça va produire un élément qui va lui rapporter autant de sous que indiqué ici, où on va avoir un chiffre plus cette étoile qui représente en fait un nombre variable en fonction de la réputation de l'artisane pour produire ce produit en particulier. Donc ainsi, au niveau 1, ça va rapporter 5 pièces d'or, on va avoir 2 plus 5 égale 7. Donc le fait d'avoir rempli toutes les conditions de cette requête va lui permettre de produire un sac à dos et de récolter 7 pièces d'or en l'occurrence. Elle récupérera ensuite cette carte qu'elle placera à un autre endroit dans son aire de jeu et qui pourra lui servir pour augmenter cette réputation lorsqu'elle effectue une action avec l'étoile là qui lui permet donc d'augmenter cette réputation. Et auquel cas, on va prendre le panneau et faire passer le niveau 1, le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et à partir de maintenant, les sacs à dos lui rapporteront 6 pièces d'or supplémentaires au lieu de 5. La première particularité du garde forestier, donc, est que au début de sa partie, donc à l'aube de son premier tour, il va choisir s'il va rester au village ou s'il va partir en expédition. On va tout simplement poser sa figurine, soit sur le village s'il reste dans le village, soit sur l'expédition. Au début, il vaut mieux évidemment partir en expédition. La première chose à faire lorsque le garde forestier part en expédition est de choisir la difficulté. Vous avez cette petite tuile ici qui va vous indiquer différentes difficultés d'expédition que vous pouvez mener et le nombre et le type de cartes que vous allez piocher en fonction de l'expédition. Pour commencer, on va commencer par une expédition facile qui nous indique de piocher 2 cartes de difficulté 1 et une carte de difficulté 2. Donc on va piocher 2 cartes de difficulté 1 et une carte de difficulté 2. On a également préparé notre inventaire d'une certaine manière, enfin à ce moment-là on va effectivement préparer notre inventaire d'une certaine manière en sachant qu'on va pouvoir utiliser les cartes du stock du garde forestier pour les prendre avec nous en fonction du nombre maximum de cartes. Au début de la partie, on a le droit d'avoir 4 cartes dans notre inventaire lorsqu'on part en expédition, ce qu'on va pouvoir améliorer par la suite. Vous voyez qu'il y a des indications sur les cartes expédition du type d'outils dont on va avoir besoin pour résoudre les événements qui vont avoir lieu sur cette carte expédition. L'expédition commence et
Pour l'indiquer, on va d'abord placer le garde forestier sur la carte, la première carte de l'expédition, qui va représenter les événements, les choses qui vont lui arriver pendant la première journée. Une fois qu'on est prêt à partir, on va donc révéler cette carte expédition, qui va nous indiquer un certain nombre d'informations, avec un certain nombre de rencontres qu'on va mener une par une, de manière à les résoudre le mieux possible pour pouvoir continuer l'expédition. Il y a tout d'abord le coût de cette rencontre, et ensuite il y a d'autres types d'informations. Il y a deux types de rencontres. Le premier type de rencontre correspond à celle où il y a un petit cercle avec un point blanc, qui sont les rencontres de préparation. Lors d'une rencontre de préparation, on va tout d'abord vérifier l'icône de coût de cette rencontre et vérifier à quel endroit elle se trouve dans l'inventaire. Là, on a de la chance, le piège se trouve bien en première position de l'inventaire, comme c'est la première rencontre. Donc ça correspond. Mais comme ça correspond, on va vérifier si le ranger était bien préparé, s'il avait pris de la nourriture avec lui. Et la nourriture, on voit que ça correspond à cette carte-là, il a donc bien de la nourriture, ce qui va lui permettre de gagner une carte de peau qu'il va pouvoir rajouter à son stock pour la fin de l'expédition. L'autre type de rencontres sont les rencontres d'exploration, qui n'ont pas cette petite icône, mais qui ont tout simplement une coche verte ou une croix rouge. Si vous choisissez de payer le coût indiqué, donc là d'utiliser un de vos dés villageois par exemple, vous allez obtenir la récompense associée, là en l'occurrence une carte fusil. Si vous décidez de ne pas payer le coût indiqué, vous allez devoir souffrir la conséquence, qui est là pour le coup de rajouter une carte d'expédition. Vous avez pris un mauvais passage et l'expédition dure plus longtemps que prévu. Ce type de coup de conséquences négatives est une blessure et va vous forcer à défausser une de vos cartes. Si vous ne payez pas le coût correspondant à cette rencontre, vous allez devoir perdre une de vos cartes. Une fois que toutes les rencontres de la journée ont été résolues en bien ou en mal, s'il vous reste des cartes, vous allez mettre fin à votre journée, pendant que les autres joueurs continuent leur journée et mettent fin à leur phase de journée aussi. Et à la phase de crépuscule, on va tout simplement avancer la figurine sur la carte suivante, qui va rester ici jusqu'au début de la prochaine journée. Les autres joueurs restent au village, alors que le garde forestier va passer plusieurs jours de la saison à mener son expédition. Il ne rentre pas au village à la fin de chaque journée. À la journée suivante, il va continuer son expédition en révélant cette nouvelle carte et en utilisant son inventaire le mieux possible pour résoudre les rencontres auxquelles il va être confronté. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière carte qu'il la révèle pour tout résoudre. Une fois que toutes les rencontres de la dernière carte ont été résolues, ou bien avant ça, si le joueur a été obligé de défausser toutes ses cartes d'inventaire, et donc n'a plus aucun inventaire, à ce moment-là il est épuisé, ou alors s'il a réussi, il a accompli son expédition, et c'est à ce moment-là qu'il va retourner au village. Que ce soit un succès ou un échec, lorsque l'expédition est terminée, le garde forestier retourne au village et on va donc replacer sa figurine sur l'icône village pour signifier qu'il est resté dans le village avec les autres joueurs. Sa journée va donc se passer de manière différente lorsqu'il est dans le village. Lors de son action personnage, la première chose qu'il va pouvoir faire, c'est améliorer son stock. En fonction de l'alignement qu'il a choisi lors de sa phase d'action village, il va pouvoir choisir un des différents types d'équipements qu'il va pouvoir ensuite prendre de la réserve et rajouter dans son stock. Comme pour les autres joueurs, s'il effectue une action qui correspond à une compétence qui aurait été placée à cet emplacement, il va pouvoir également effectuer la compétence qui correspond. Ensuite, le choix du type d'équipement qu'il aura décidé de restocker va lui permettre d'utiliser certains types d'équipements, celui qui correspond à la ligne qui a été choisie. Donc par exemple, s'il choisit de restocker ce type d'équipement, il va pouvoir utiliser les équipements de cette manière-là. En l'occurrence, il pourrait utiliser un des ouvriers de sa piste de dés pour le placer et activer un immeuble non occupé sur le plateau village, et ou, c'est au choix, on peut soit faire les deux, soit une seule des deux, améliorer la quantité d'inventaire qu'il peut emmener avec lui. Donc, puisque on a utilisé cette action, on pourrait passer de 4 cartes d'inventaire à 5, et donc emmener plus d'équipements lors de notre prochaine expédition. Il peut ensuite conduire ses actions ouvriers de la même manière que les autres joueurs, en fonction de son alignement, en prenant des dés de sa piste de dés, puis en les réduisant pour activer les éléments correspondants, et récupérer les équipements indiqués.
Voici donc l'espace de jeu de la marchande. Pour ce qui est de la mise en place, comme à l'accoutumée, on va placer les différents plateaux là où ils s'insèrent dans l'insert de la marchande. On va ensuite commencer par le niveau des prix, le plateau de prix des denrées, dont on va déterminer le prix de départ aléatoirement. On va utiliser un des dés, et en fait, en fonction du dé, là j'ai eu un 1, je le mets sur la première case, là j'ai eu un 3, je le mets sur la troisième case, et ainsi de suite, en faisant bien en sorte d'avoir un résultat à chaque fois. Là, je suis sur 2, et là, je suis sur 3. Ceci va représenter le prix de départ de chacune des denrées. Toujours comme à l'accoutumée, on a les compétences placées sur le côté, les pièces et la figurine. On va placer 4 jetons de chaque type de denrée dans ces interstices pour simuler le stock des éléments disponibles sur le marché. Et ensuite, le marché lui-même va se composer de différentes cartes. On a des cartes tendances, des cartes clients et des cartes rivales, qu'on va diviser en différents niveaux. Tout d'abord, on va créer un premier rival en mettant une carte qui correspond à donc un marchand qui va être un concurrent de la marchande, avec une carte tendance qui va indiquer un peu les fluctuations de prix en fonction des denrées, et un client qui va avoir différentes demandes, qui va demander différents types de denrées à un certain prix. Pour finir, la marchande va commencer avec 2 jetons de chacune des denrées qui correspond à son stock personnel. Les marchands rivaux disposent également de leur propre stock et de leur propre argent de départ. Là on voit que celui-ci a 14 pièces et 2 vins, alors que celui-ci a 8 pièces, 2 outils et une nourriture. Et ça correspond aux marchandises et aux fonds que chacun des marchands rivaux possède en début de partie. Tout d'abord, au début de chaque journée, lors de la phase de l'aube, on va déterminer quelle est la marchandise de saison, donc au début de chaque saison, et ensuite, en fonction de la météo du jour, si le prix augmente ou diminue en fonction du temps qu'il fait. Donc par exemple, on voit qu'au printemps, l'objet de saison est l'outil, et si par exemple il fait beau ce jour-là, à ce moment-là, c'est le prix de l'outil qui va augmenter. Et ainsi de suite pour les différentes marchandises de saison. Ensuite, le marchand rival principal, celui qui a un client pour l'instant, va donc faire une action en fonction de la tendance du moment. On va retourner cette carte et on va essayer de résoudre le plus de ces actions possibles en fonction de ce qui est indiqué. Par exemple, on voit dans cette action que s'il pleut, ce symbole signifie la marchandise préférée du rival. En l'occurrence, le marchand de vin, sa marchandise préférée c'est le vin. Et donc on va voir que s'il pleut, la marchandise préférée du rival, le vin, va augmenter de prix, donc on va augmenter le prix du vin sur le suivi du marché. Les rivaux peuvent également acheter des marchandises, vendre des marchandises, et même fabriquer de nouvelles marchandises en les prenant de la réserve et en les rajoutant sur leur inventaire. Les clients également ont différentes actions qu'ils pourront faire. On va essayer de faire les deux si possible. Les clients vont influencer les prix des marchandises également, donc là ils vont augmenter le prix du vin, baisser le prix de la nourriture, et ils vont essayer d'acheter des marchandises en cherchant un certain prix. Ils vont comparer entre le marchand rival et la marchande en fonction de la petite flèche qui est sur le côté. Donc pour le vin, ce client va chercher le vin le plus cher entre le prix indiqué sur le marchand rival ou le prix pratiqué par la marchande. Donc là, comme le vin du marchand de vin est plus cher que celui de la marchande et que le client veut du vin de qualité, il va acheter son vin directement au marchand de vin. Pour la nourriture, il va aller chercher le prix le moins cher de nourriture. Là, on a 2 pièces d'or pour la nourriture sur la marchande, 3 pièces d'or pour le marchand rival. C'est donc la nourriture, le stock de nourriture de la marchande qui va être acheté par le client. Lors de la phase de journée, pour son action personnage, la marchande a une série de choix qu'elle va pouvoir faire en fonction de son alignement. Tout d'abord, elle va pouvoir vendre des marchandises au prix du marché, en sachant qu'à chaque fois que la marchande va vendre une marchandise, le prix va baisser. À chaque fois qu'elle va acheter une marchandise au prix du marché, celui-ci va monter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Elle peut également stocker des marchandises, c'est-à-dire les acheter à un de ses marchands rivaux. Elle va pouvoir confectionner ou influencer le prix de marchandises. Confectionner veut dire qu'elle va pouvoir prendre des marchandises du stock du marché pour les rajouter à son propre stock. Ou influencer, ça veut dire qu'elle va pouvoir changer le prix d'une des marchandises. Elle peut également développer son affaire en rachetant
à un prix calculé d'une certaine manière les affaires d'un des marchands rivaux. Ou pour finir, elle peut acheter des marchandises, donc autant qu'elle veut en fonction de ses fonds disponibles, d'acheter au prix du marché des matériaux, du stock du marché. Et enfin, comme tous les autres joueurs, elle va pouvoir utiliser éventuellement des dés d'ouvriers qu'elle a récupérés du plateau village pour effectuer les actions qui correspondent à son alignement en diminuant leur valeur. Par exemple, elle avait 3 lutins, elle va pouvoir le diminuer d'un pour aller vendre une partie de ses denrées. Voilà, c'était notre deuxième vidéo sur Mistwind, un jeu de Brendan McCaskill et Nathan Lige, illustré par Amanda Kadat. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ une demi-heure. Voilà, il y a aussi des extensions qui sont disponibles dès maintenant. La première, c'est Horizon Lointain, qui va vous permettre de rajouter un 5e joueur avec une nouvelle classe de personnage qui est l'aubergiste. Et une autre petite extension qui s'appelle la magie dans l'air, qui vont rajouter des cartes événements pour donner un peu plus de magie à cet univers féerique. Le jeu est disponible à partir du 7 juin en boutique et sur notre site internet www.don'tpanicgames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao!